ou réduire le volume de la dent. Si le volume final de la facette est supérieur au volume de la dent initiale, j'augmente le volume. Si le volume final, facette comprise, est équivalent au volume de la dent de départ, voire inférieur, je réduis le volume de la dent. La méthodologie est différente. Dans tous les cas, on réfléchit d'abord, on prend une empreinte et on fait un wax-up sur la forme finale que l'on veut obtenir. Et puis après, vous allez faire un essai dans les deux cas, avec un moulage en silicone et le merveilleux silicone de chez Zermatt. Avec ce petit moule, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle le masque diagnostique, le mock-up. Sauf que pour faire le mock-up, si vous n'avez pas changé le volume, vous êtes obligé de tailler les dents, sinon vous ne pouvez pas ajouter de résine. Si vous avez décidé d'augmenter le volume, vous pouvez tout à fait faire un mock-up sans avoir rien taillé. C'est pas relativement intéressant d'aller proposer au patient le résultat final avant même d'avoir donné le premier coup de fraise? Alors ensuite, une fois que le masque est fait, 20 fois, on fait les préparations, mais les premières, dans le cas de la jonction. On fait nos préparations, oui. D'emblée, on fait la préparation définitive. Ici, on peut éventuellement peaufiner, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec nos provisoires, ah tiens, là, c'était un peu pas assez taillé. Bon, on peut toujours peaufiner un petit peu. On fait ensuite un scellement dentinaire dans les deux cas, si la dentine est exposée. Dans ce cas-là, elle est toujours exposée. Dans ce cas-là, elle l'est rarement. Ça, c'est un avantage aussi. Des empreintes. Après les empreintes, comment faire le provisoire? On va le voir ensemble. On réutilise le même moule, on réutilise de la résine, et hop, en 2 minutes 30, les provisoires sont faites. Puis, collage des restaurations finales. Voici le cas que l'on a vu tout à l'heure. Vous savez, ce cas mixte où on avait mis du composite et de la céramique. Voilà cette patiente qui souhaite modifier un tout petit peu son sourire et changer ses composites. Et on a dit, ces deux dents-là, ça tombe bien, elles sont deux. Ça, c'est un gros avantage pour faire des facettes, on en a parlé. Ça tombe bien, elles sont un petit peu abîmées. Elles sont un petit peu rentrées. Je peux ajouter du volume et puis je peux modifier leur forme. Et puis je vais bidouiller du composite sur les deux qui sont à côté, sur les deux latérales, y compris s'il faut coller du composite sur cette céramique toute neuve qu'elle a eue chez un éminent confrère. Ça ne me dérange pas pour changer son sourire. Alors, wax-up. Sur ce wax-up, empreinte avec le silicone et résine fluide à l'intérieur de ce silicone. À partir du moment où ça c'est bon, c'est cette forme-là que je veux avoir au final. C'est cette forme-là sur laquelle nous sommes d'accord. Il va donc falloir que je fasse des composites finaux qui ressemblent à ces bêtes-là sur les incisives latérales, et nos facettes en céramique vont avoir ces formes-là. Ça n'est donc pas par rapport aux dents de départ que je vais tailler, donc je prends la dent de départ, je n'ai même pas à calculer combien je retire, et tac, je taille dedans. Vous pouvez prendre ces fraises, mais ce n'est pas dans la dent de départ qu'il faut les faire pénétrer, c'est dans le mock-up. Vous taillez par rapport au résultat final que vous voulez obtenir, vous ne taillez pas par rapport à la dent initiale. Donc, on laisse le mock-up en bouche, on le refait s'il s'est cassé la figure entre-temps, et on taille dedans. Alors on y va, on taille dedans. Moi j'aime bien les fraises boules pour ça. Vous prenez une fraise boule, vous engagez totalement la fraise boule jusqu'à ce que le fût bute contre la résine. Vous avez donc fait une rainure de pénétration de 7/10 de millimètre. Mon panneau, ce sont des traits au crayon. Notez le fond des rainures. Parce qu'on a l'impression de les voir. Et puis à la fin de la préparation, on se dit « Oups, je crois que j'ai taillé un peu plus finalement ». Donc, vous engagez au niveau de la rainure, vous marquez au niveau des bords 2 mm, et puis ensuite 2 mm, et puis ensuite on va user tout ça. On peut déboutiquer notre mock-up qui ne sert plus à rien. La résine, elle est posée à ce niveau-là. On retire notre mock-up, et puis voilà ce qui se passe. Et finalement, par rapport aux dents de départ, je les ai quasiment pas touchées, ces dents-là. On va quasiment être dans l'émail originel de notre patiente. C'est pas merveilleux, ça? Si. On continue à tailler, et puis au niveau du bord, on y va tout droit et on arrondit un petit peu ces angles-là. Si ça avait été plus cassé ici au niveau du composite, ça ne me dérangeait pas. De toute façon, je suis dans l'émail. Donc dans l'émail, ça va coller, mais ça va coller plus que fort. On dégaine à nouveau notre petit moule en silicone Zermatt. On remet de la résine à l'intérieur, et poc. Et on a glycériné bien évidemment les préparations pour être sûr que ça puisse repartir. On dépose notre mock-up une semaine plus tard. Et quand vous retirez la gencive au bout d'une semaine, il y a une légère inflammation. C'est vraiment pas parfait. Il y a de la plaque bactérienne sur les préparations. C'est passé sous la résine, ça c'est bien clair. Premier essai de nos facettes. On essaie de regarder si la couleur va. Je les essaie d'abord, surtout que là, un chouille pas beau, on ne peut pas coller. Hein. D'accord, il faut que ça soit super.
Donc on essaie avec de la glycérine en dessous. Si vous n'avez pas d'interface, vous ne voyez pas le rendu esthétique. Donc il faut mettre de l'eau ou de la glycérine. La glycérine c'est gras, donc ça tient bien en fait, ça tombe pas, c'est assez sympathique. Si ça plaît à la patiente, si on est d'accord, on est parti pour coller. Si on part pour coller, on y va avec la digue. Alors on y va avec la digue. Avant de mettre la digue, on va se faire un peu de place. Un fil, non imbibé, juste pour repousser la gencive un peu plus loin. J'étais juxta-gingival, je me retrouve supra, agréable. Et on pose. On pose notre digue normalement. On ligature les dents et on utilise des crampons custom. Et à chaque fois, vous repoussez la gencive et vous dégagez totalement vos limites en isolant parfaitement la dent. Et puis après, on part comme d'habitude. Si ma dentine avait été collée, je ferais ça. Là, il n'y a que de l'émail. Alors l'émail, je vais essayer de la préparer au mieux. On va sabler, on va mordancer, et puis ensuite, on va mettre un petit peu de bonde. Pas de primer, sur l'émail, c'est pas utile. On met un petit peu de bonde. Et puis dans un cas comme ça, avant de polymériser, j'avais mis un petit peu de téflon sur le côté, et puis on scelle, on colle notre facette. On polymérise, et puis après on fait nos composites. Ça c'était juste après. Ça c'était celle que vous avez vue ce matin, 2 ans plus tard. La gencive est jolie, c'est toujours joli comme ça. Donc maintenant, comment sécuriser un tout petit peu son collage ? Vu que là, on a minimisé le risque esthétique, puisqu'on a tout prévu, tout testé. Donc maintenant, comment minimiser le risque mécanique, le risque de décollement ? Alors, on a intérêt à faire du scellement dentinaire immédiat. On en a parlé hier à propos des onlets. Si on a de l'exposition dentinaire sur les facettes, c'est la même histoire. Donc c'est là que je veux vous en parler. Pourquoi est-ce que c'est si bien, on l'a déjà évoqué hier, on va aller assez vite, pourquoi est-ce que c'est si bien de sceller la dentine d'emblée ? Parce que l'isolation pulpaire est immédiate, oui, vis-à-vis des bactéries. Jamais les bactéries, à part celles présentes dans une carie, ne vont être en contact avec les tubuli. Ça c'est bon. Ni pendant la manipulation, ni au moment de la phase transitoire. Parce que la qualité du collage est meilleure. Pas d'écrasement des fibres de collagène, polymérisation directe de l'adhésif, et voilà, il y a même des gens très bien qui ont fait des études sur le sujet, et voilà ce qui se passe lorsque l'on fait du collage immédiat ou lorsque l'on ne fait pas du collage immédiat. Ça, c'est de la microscopie électronique qui vous montre que, ici, ça a pu se décoller. Alors là, c'est un décollement embêtant, hein. C'est la dentine, et ça, c'est la couche hybride. Hein. Ça, c'est un tout petit peu gênant, quand même. Et ça s'est décollé beaucoup plus souvent quand ça avait été fait tout en un, plutôt que quand on avait fait en 2 fois. Aucune nécessité, lorsque vous avez scellé la dentine de façon immédiate, aucune nécessité de coller vos provisoires. On s'en moque totalement, la dentine est à l'abri. Confort pour notre patient, la dentine est isolée d'emblée. Si la dentine est isolée d'emblée, il n'y a aucune sensibilité. Et il se trouve que des études de Doomfart sur du long terme nous montrent que les échecs, globalement, ça ne nous étonne pas. Si la qualité du collage était meilleure, forcément il va y avoir un peu moins d'échecs. Oui, alors on le retrouve dans des gens qui ont étudié ça à la sortie, pas forcément au départ. Il y a ceux qui ont étudié au départ en disant le collage est meilleur ou est moins bon, et il y a ceux qui étudient à la sortie en disant est-ce que ça s'est cassé la figure ou pas. Lui, il étudie à la sortie et dit qu'il y a moins de décollement, il y a moins de fractures quand le collage dentinaire a été fait de façon immédiate. Donc, on y va. 2 situations. Si vos préparations sont strictement amellaires, quel est le protocole ? On n'a pas besoin de protection la première fois, on met dessus. Et vos provisoires. Et ça va tout bien. La deuxième fois, il faut coller. On peut sabler. Mordancer avec un acide fort pendant 30 à 45 secondes et bien sécher l'émail. Vous séchez à la soufflette et éventuellement vous posez une petite goutte d'alcool, une couche d'adhésif, non polymérisé, sinon on ne rentre pas la facette, mais on est dans de l'émail, il n'y a pas de problème. Quand on est dans des préparations qui sont à la fois amellaires et dentinaires, ça existe. Il y a quelques petites précautions. Vous allez devoir faire un collage de la dentine. À partir du moment où vous allez devoir faire un collage au niveau dentinaire, au niveau de la taille, il y a une petite épaisseur qui va être prise par l'adhésif. Très souvent, cette dentine, c'est au collet que vous allez la trouver. C'est là où il y a le moins d'émail. Vous faites un tout petit congé, tac, vous êtes dans la dentine. Il y a une lune de dentine, comme ça, au niveau du collet. Donc cette dentine, il va falloir l'isoler. Si vous avez fait un congé, genre quart d'ellipse, vous voyez un peu avec une fraise un peu flamme, comme ça, congé flamme. L'épaisseur que va vous prendre le bond va quasiment gommer le congé. Alors il vaut mieux faire un congé peu profond, mais avec une forme de quart de rond. Un petit peu comme le biseau qu'on avait fait tout à l'heure.
Comme ça, votre adhésif va venir, mais il vous reste encore la forme. Le technicien va pouvoir lire cette marge. Sinon, il ne peut pas la lire. Pour avoir une épaisseur suffisante pour l'adhésif et pour la marge. Collage total. Etch prime bond. Bond microchargé, comme pour des onlets. Parce que mon bond microchargé ne partira pas lorsque je vais passer la sableuse. Ça, c'est la même histoire. Finition des bords, puisque bien évidemment, le bond s'est étalé partout, sur l'émail et sur la dentine, en particulier sur ma marge d'émail, vraiment au niveau du congé. Donc je reprends ma petite fraise quart de rond et je vais finir tout gentiment le bord. Si vous avez des loupes, c'est juste facile à faire. Si vous n'avez pas de loupe, ça va pas être évident de retoucher juste la partie d'émail et pas la partie de dentine. Ça, c'est coton. Avec des fraises grain fin, ça c'est du rouge par exemple ou du jaune. Ensuite, les facettes arrivent, on sable tout ça, comme pour notre nez. Particules d'oxyde d'alumine entre 30 et 50 microns, c'est le plus classique. Combien de pression? J'ai oublié de vous le mettre, 30 et 50 microns, 2 bars. J'ai dû vous le mettre dans le poli. Vous pouvez régler la pression, il ne faut pas non plus mettre du 4 bars, parce que là vous arrachez tout. 2 bars, largement assez. Silane, et oui, il faut traiter la surface dentinaire. Et on sait que du silane sur de l'émail, ça n'a pas d'influence. Silane sur la résine polymérisée qui est sur la dentine. Adhésif non polymérisé. Et collage. Ensuite, comment conditionner nos intrados? Et là, on va rassembler un certain nombre de questions que vous m'avez posées depuis hier. Et si c'est de la céramique comme ci, et si c'est de la céramique comme ça, etc. Alors, il y a deux façons pour que ça s'attache sur un intrado de facettes. Il y a d'abord ce qu'on appelle un micro-clavetage mécanique. Le fait que ça aille s'accrocher dans tous les petits recoins comme ça. Donc il faut créer des rugosités, il faut augmenter la surface de collage. C'est toujours la même histoire. Vous avez deux façons de faire. Vous sablez. Il semble que sur les intrados, ça soit ou inutile, ou proscrit, parce que ça fragilise certaines céramiques. Donc en gros, le sablage de l'intrado, on oublie. Sauf réparation de fracture. Si on a une facette fracturée, il faut réaviver la surface, là vous pouvez sabler. Hein, mais on n'est pas dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la création des rugosités, c'est moins performant que l'acide fluorhydrique. Donc autant utiliser le plus performant. D'accord ? Sur des céramiques dites hautement cristallines, type Procera, c'est totalement inefficace. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, ça n'attaque pas la surface. Donc, sur cette céramique-là, le sablage diminue la résistance mécanique. Alors, ou c'est inefficace, ou ça fragilise, donc je ne sable plus mes intrados. Ça, c'est clair. Deuxième chose, vous pouvez donc mordancer pour obtenir ce microclavetage. Le mordançage de la céramique se fait avec un acide particulier qu'on appelle l'acide fluorhydrique, HF. L'acide fluorhydrique concentré à 9% en règle générale. L'acide fluorhydrique attaque la phase vitreuse, la matrice vitreuse, c'est ce qu'on a dit, pas les charges, l'équivalent de la résine dans le composite, qui entoure la phase cristalline. Pour les céramiques feldspathiques, on va mordancer 90 secondes, 1 minute et demie, rincer abondamment à l'eau et passer dans les ultrasons 4 minutes. Dans un bac à ultrasons, vous allez mettre, vous savez qu'on peut mettre parfois un petit bécher avec de l'eau dedans, et au fond du bécher rempli d'eau, avec de l'eau distillée par exemple, quelque chose comme ça, vous allez mettre du coton, une épaisseur de coton, un matelas de coton. Vous posez votre céramique, intrado vers le haut, partie esthétique contre le coton, au fond du bécher. Bzz, en route, 4 minutes. Les petites particules vont être évacuées. Quand vous retirez votre céramique de l'eau, vous séchez l'intrado. Et là, vous regardez. Si, en regardant, vous voyez des petits points blancs comme ça partout, comme s'il y avait de la neige, ça veut dire qu'il reste encore des particules. Si elle est bien mate, comme un aspect mordancé en fait, alors ça fonctionne. Donc, sur les céramiques feldspathiques, 90 secondes, rinçage, ultrason. Le problème, c'est que le mordançage, c'est insuffisant sur les fameuses céramiques hautement cristallines type Procera. Sur ces céramiques Procera, ou non cristallines pures, ce qu'on appelle les verres hydrothermales, la Ducéram, LFC, les choses comme ça, c'est encore une fois une surface trop dure, même l'acide fluorhydrique n'arrive pas à attaquer cette surface. Pas assez. Donc, il n'y a pas assez de rugosité. Donc, ça ne colle pas bien. La solution pour avoir une adhésion forte entre un intrado Procera, par exemple, et de la colle, c'est d'aller traiter la surface. Donc, créer dans l'intrado
de ma couronne Procera, de ma facette Procera, créer une couche d'épaisseur minime, hein, ça ne va jamais vous empêcher d'entrer la couronne, hein, n'ayez aucun souci, ou la facette. Créer une couche qui, elle, sera sensible au mordançage et qui, elle, va adhérer fortement à la base hautement cristalline parce qu'elle est fritée, ça se passe à chaud, cette histoire. Alors, ça paraît super compliqué comme ça, mais en gros, vous avez une surface qui n'est pas propice, vous la transformez en allant coller dessus une autre surface propice. Tout simple. Donc, ces satanées céramiques hautement cristallines très résistantes, elles résistent au mordançage, elles résistent au sablage, les vaches. Alors, on fait fi de la surface et on la couvre avec autre chose, qui nous convient mieux. Le mordançage est en revanche efficace sur les céramiques à base de lithium. Vous vous souvenez, c'est notre Empress 2, le lithium. L'Empress 2, lui, il n'était pas sensible au sablage. Enfin, il était même si sensible qu'il était fragilisé. Alors là, on ne le sable pas et on va le traiter gentiment avec du mordançage. Donc, IMAX, Empress 2, mais, ça fragilise sur les céramiques riches en leucite. Riche en leucite, c'est l'Empress 1. C'est cette céramique super solide. Elle était géniale, cette Empress 1. Mais, elle n'aime pas trop l'acide fluorhydrique. C'est pour ça que ça se décollait, l'Empress 1. Et puis, il y a une deuxième façon de conditionner l'intrado pour que ça s'accroche dessus. C'est le couplage, c'est nos agents de couplage. 1, je crée une surface micromécaniquement appétissante. 2, j'essaie de mettre un produit qui fait en sorte que le bond va se coupler parfaitement bien sur cette surface. Ça, c'est le silane. Le silane augmente la mouillabilité. Le silane activerait les groupes métacrylates. Attention, bien évaporer les solvants. Ensuite, la silanisation, inefficace sur les céramiques hautement cristallines. Commence à nous emmerder, celle-là. C'est toujours pareil avec ces Procera. Inefficace. Ou non cristalline pure, les verres hydroselmal, la Ducera, LFC, hein, c'est les bases fusions. Nécessitant aussi un frittage de particules de silice. Mais une fois que vous avez un frittage de particules de silice, eh ben c'est un intrado appétissant, donc là vous silanez. Le cas de la zircone. La zircone m'ennuie, parce qu'elle résiste au mordançage. Surface trop dure. C'est un peu l'histoire de la Procera en couleur. C'est pire que la céramique alumineuse, d'accord? C'est super résistant, la surface de la zircone. Donc, ça résiste au mordançage. Ça m'embête. Certaines publications, Cosmac, énormément travaillé sur le zircone, monsieur Cosmac, c'est un Allemand. Certaines publications nous disent, je sable la surface de la zircone avec du 30 microns, oxyde d'alumine à 30 microns, j'obtiens une augmentation de la résistance mécanique. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? On cherche à la coller. Quand on sable, c'est pour augmenter la résistance mécanique? C'est pour juste créer des rugosités. On lui pose une question, il nous répond, ça augmente la résistance mécanique. Mais, si je sable avec du 100 microns, ça diminue la résistance mécanique. Alors ça, c'est insupportable. Un matériau totalement volage comme ça, qui une fois, quand on le caresse dans le sens du poil, est renforcé, et une autre fois, vous mettez des particules un peu plus grosses, monsieur se désunit et commence à devenir... Non, c'est pas possible. Ça, c'est insupportable. Et ça m'arrange pas toujours pour le collage. Ça n'a pas résolu mon problème. Alors on dit, surface défavorable, c'est comme les Procera, la surface n'est pas bonne. Eh bien je vais mettre une couche sur la couche. Silicoating, cojet, et c'est parti. Alors il y a des études, nombreuses. Ces gens-là, ils ont silicoté. Et puis après, ils ont fait le traitement normal. Avec le silane, avec tout ça. Et puis ils ont dit, ça colle très très fort. Malheureusement, il y a des malins qui ont dit, est-ce que ça colle longtemps? Alors on va reprendre les pièces, puis on va les mettre dans l'eau. C'est sympa de les mettre dans l'eau. Ils auraient pu les mettre dans l'acide, etc. Enfin, hein, parce que la salive, c'est un peu plus que de l'eau. Ils les ont mis dans l'eau. Combien de temps? 180 jours, les études les plus longues. 180 jours, c'est rien, 180 jours. Dans l'eau, 180 jours. On passe de valeurs d'adhésion de l'ordre de 40 mégapascales. 40 mégapascales, c'est terrible à arracher. Ça colle super fort. À moins de 5 mégapascales. 5 mégapascales, c'est moins que le verre ionomère. Ces monomères à groupement phosphate sont des bestioles hyper réactives. Le groupement phosphate a envie d'embrasser tout le monde. Le groupement phosphate a envie de réagir avec tout ce qui est autour de lui. Ce groupement phosphate va nouer des liens chimiques avec les oxydes présents dans la zircone. Vous avez des oxydes dans la zircone et ces oxydes vont réagir avec les groupements phosphates. Il y a des adhésions
entre ces monomères à groupe phosphate, c'est le MDP dans le Panavia, et dans le Maxem, je ne sais pas comment il s'appelle, plus un silane spécifique, ça semble donner des résultats plus stables. Sauf que le problème du Panavia, c'est qu'on en a parlé ensemble tout à l'heure, le monomère du Panavia, il est fortement hydrophile, c'est pour ça qu'il est comme ça, il a tant d'affinités, et il est sensible à l'hydrolyse. Ça voudrait dire que potentiellement il se dégrade. Quel composite? Eh bien, comme pour les onlets, franchement, pourquoi ne pas utiliser un composite hybride nanochargé de restauration? Chauffer dans un petit calcette pour que ça soit plus facile. Photopolymérisable tout gentiment. Ce gros composite visqueux qui va partir partout, que vous allez retirer avec facilité, qui va avoir un taux de conversion extraordinaire, une stabilité de teinte, Pourquoi un composite hybride? Parce que mécaniquement c'est supérieur, bien sûr, plus de charge. Parce que le retrait de polymérisation est inférieur, moitié à peu près. Confort de travail. Photopolymérisable, parce que les composites photopolymérisables ont une teinte extrêmement stable, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant par rapport au dual. Et parce que c'est confortable, stabilité de la couleur, insensible à l'hydrolyse, ce sont des produits hydrophobes. C'est super confortable et rien que pour ça, je ne veux pas faire autrement. Conditionné en compule, oui, parce qu'il y a moins de bulles. Une bulle sous la facette, une tache grise. Ça vaut le coup d'essayer? Pas envie. Préchauffé avec le calcette. Pourquoi le calcette? Parce qu'il n'y en a pas d'autre, tout simplement, si vous voulez. Ça facilite l'insertion. Meilleur taux de conversion, un composite chaud, il prendra plus, d'accord? Quelle couleur? On prend en général une couleur émail pour coller une facette, donc un transparent quelconque, donc un sisal ou couleur NR, par exemple quand c'est du Myris.